Alors, il s'agit donc d'adoucir la peau, supprimer facilement les défauts de la peau sans que cela modifie la couleur, avec la technique de la séparation de fréquences. La séparation de fréquences consiste à séparer sur deux calques des informations qui sont au départ dans un seul calque. Sur le calque du dessus, on va mettre les détails fins, sans la couleur, et sur le calque du dessous, on va mettre les aplats de couleur. Dans le cas d'un portrait, on a donc sur le calque du dessus les détails de la peau, comme le grain, les boutons indésirables, et sur le calque du dessous, on a la couleur de la peau. On parle de fréquence élevée, HF, pour les détails, et de fréquence basse, LF, pour les aplats de couleur sans détail. Et séparer ainsi sur deux calques les détails et la couleur va permettre de modifier les détails sans que ça modifie la couleur. Et voici la marche à suivre. Bien, bien, bien. Donc je vais ouvrir dans Photoshop alors, cette image, analysons un peu ça. Image mode, actuellement, elle est en 8 bits par couche. Alors, avec vos photos à vous, vous devriez être en 16 bits par couche. C'est-à-dire que quand vous prenez vos propres portraits, c'est pas une photo qu'on vous a refilée, mais c'est vraiment vos propres portraits que vous avez fait avec votre appareil photo. Vous avez demandé que l'appareil photo produise du RAW. C'est l'idéal. Donc, c'est-à-dire que le capteur récupère tout ce que... je veux dire, le fichier qui est créé, le RAW, intègre tout ce que le capteur a pu voir. Ça vous dit quelque chose à tous, le RAW? Bien. Donc, c'est l'idéal. Et à un certain moment, vous allez passer, pour pouvoir quand même travailler sur la photo, vous allez sélectionner les couleurs qui vous intéressent grâce à Lightroom ou Camera Raw ou d'autres logiciels DxO, Optics Pro ou autres qui sont capables donc de traiter du RAW. Et vous allez passer à une version plus utilisable, davantage utilisable dans Photoshop. Et il faudra choisir qu'elle soit en 16 bits par couche. Nous allons voir ça puisque vous avez demandé de façon de voir le HDR. On va être amené à triturer un peu du RAW à un certain moment et vous allez voir ça en pratique. Donc première chose, c'est actuellement une image 8 bits par couche, c'est-à-dire une image 16 millions de couleurs et non pas une image en milliards de couleurs. Ok. Une autre chose dont on parlera à un certain moment, c'est les profils couleurs. Il faut normalement, pour que votre appareil photo donne le mieux de ce qu'il peut faire, il faut lui demander de créer des images dans l'espace Adobe RGB. Alors, vous êtes actuellement avec la photo en mode fenêtre, comme ceci. Sauf si vous avez enfoncé la touche F, vous êtes passé en mode plein écran. Mais si vous réenfoncez plusieurs fois la touche F sur le clavier, vous arrivez à nouveau au mode fenêtre. Et ici en bas à droite, vous avez le menu. Et dans le menu, vous pouvez décider qu'est-ce qui est montré en bas à gauche, pardon. En bas à gauche, vous avez ceci, donc les informations. Vous allez décider que ça vous indique quel est le profil de l'image. Actuellement, c'est du sRGB, donc ce n'est pas l'idéal non plus. Donc on n'est pas dans une situation idéale au niveau de la photo de départ. Il vaudrait mieux une image 16 bits en Adobe RGB. Les profils couleurs, on en touchera un petit mot aussi. C'est important parce que ça peut créer des décalages couleurs incompréhensibles si vous ne maîtrisez pas les bases de ça en fait. Ok. Alors, pour juger de la qualité d'une photo, il faut absolument l'afficher à l'échelle 100%, c'est-à-dire que je vais double-cliquer sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Et je suis donc passé, ça se voit sur la barre de titre ici, à l'échelle 100%. Rien à voir avec la taille à laquelle la photo sera imprimée si on l'imprime. Ça fait simplement correspondre chaque pixel de l'image avec chaque point de l'écran et c'est comme ça que vous pouvez juger de la qualité de la photo. Alors, cette photo est pas mal pour une photo 24 bits, mais on a un grain de peau donc à faire un peu disparaître et on va voir comment on s'en sort.
Bon. Alors, je vois que pour que ça fonctionne bien, le lissage de la peau, la technique de la séparation de fréquences, il faut être en RVB 16 bits. Donc déjà, première chose, je vais passer au RVB 16 bits. Même si ça ne va pas ajouter des nuances dans ce cas-ci, le fait de passer de 8 bits à 16 bits ne va pas ajouter des nuances, mais au moins je serai en 16 bits. Je vais donc dans Image Mode, 16 bits par couche. S'il y en a qui ont des soucis pour comprendre cette notion qu'on appelle la profondeur de pixels, je peux répondre aux questions. Alors je vais régulièrement enregistrer l'image sous un nom différent, en rajoutant simplement un petit numéro à la fin. Vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer autant que ce que je vais faire en fait, hein. En plus des vidéos explicatives, vous allez recevoir mes documents. Comme ça, vous pourrez éventuellement regarder si jamais vous n'avez pas réussi à faire l'exercice comme il faut ou si vous avez perdu vos documents. Alors, c'est super important d'avoir des notions en... Je sais que je fais beaucoup de petites parenthèses, mais au moins les choses seront dites. C'est super important d'avoir des notions en images numériques, c'est-à-dire que les images numériques, c'est vraiment votre matière première de départ. Il faut la connaître, hein. Il faut la connaître. Et alors, il existe des documents qui vous donnent les bases sur les images numériques. Je vais vous montrer ici une chaîne YouTube faite par des Québécois. C'est pas mal. Franchement, moi, je suis passé par là dans les années 90 par des documents qui expliquent les bases des images numériques et ça m'a aidé jusqu'à présent, hein. Ça m'a évité des problèmes. Donc, il suffit de taper ceci dans YouTube, youtube.com/idicotv, et vous allez tomber sur plein de petites vidéos qui vous expliquent les bases des images numériques. Notamment, il y en a une qui parle de la notion de profondeur de pixels. Ah, profondeur de l'image, voilà. Profondeur de l'image. Donc, quand je parle d'image en 8 bits par couche ou d'image en 16 bits par couche, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la profondeur du pixel, la profondeur de l'image, disent-ils ici. Voilà, je ne vais... si vous avez... Franchement, c'est super important de comprendre ça. Fin de la petite parenthèse. Alors, je vais créer deux duplicata du calque. Et celui du milieu, je vais l'appeler basse fréquence, et celui du dessus, je vais l'appeler haute fréquence. Donc, dans Photoshop, je vais créer deux copies du calque. Voilà. Alors, tout ce qu'on est en train de faire ici peut être automatisé grâce à des scripts. C'est-à-dire qu'on va faire les choses manuellement ici, ça va être un peu long. Mais il faut savoir que tout ce travail de préparation, dupliquer les calques, les renommer, peut être scripté. Bon, vous avez donc créé deux calques. Celui du milieu, vous l'avez appelé basse fréquence, celui du dessus, vous l'avez appelé haute fréquence. Sur le calque des basses fréquences, je vais mettre du flou gaussien de manière à enlever les détails. Alors un peu plus tard dans Photoshop, on va voir qu'il est possible de mettre dans la palette des calques des filtres, n'importe quel filtre. En fait, ce qu'on appelle des filtres dynamiques. Normalement, c'est comme ça qu'il faut travailler dans Photoshop actuellement. Depuis CS4, on a la possibilité que tous les filtres, qu'on les met sur un calque et ils apparaissent dans la palette des calques, on peut les supprimer, on peut les modifier autant de fois qu'on veut.
Mais ici, je ne vais pas utiliser ce système-là. Mais on va en reparler un peu plus loin, ce qu'on appelle les filtres dynamiques dans Photoshop. Notamment, la marionnette, ça doit parler à quelqu'un, ça, non? Qui permet de modifier la position des membres d'un personnage ou d'un animal ou quoi, ou même d'un objet, donner du style à un objet, une personnalité. Le système de la marionnette peut également, doit être utilisé de manière dynamique et donc apparaître dans palette des calques. Donc, vous avez activé le calque des basses fréquences, vous allez dans le menu filtre, filtre flou, flou gaussien. Alors, je vais devoir zoomer pour être à l'échelle 100%, pour bien voir ce que je fais, parce que si je ne suis pas à l'échelle 100%, je ne vois pas ce que je fais. C'est une approximation. Donc voilà, la case aperçue est cochée et j'augmente le flou de manière à supprimer le détail. Sauf que j'ai un petit problème, j'ai oublié d'enlever l'œil en face du calque du dessus et forcément je ne vois pas ce que je suis en train de faire sur le calque du dessous. Donc vous annulez le flou gaussien, vous enlevez l'œil en face du calque du dessus, le calque des hautes fréquences et on travaille sur le calque des basses fréquences. Je vais donc dans le menu filtre, flou, flou gaussien. Je suis en zoom avant, je vois bien les détails de la peau et j'augmente le rayon, donc comme indiqué dans mon petit document ici, de manière à enlever les détails. Principalement, ce qui m'intéresse, c'est le grain de la peau. Voilà, il faut que le grain de la peau ne soit plus visible. Bon, on va pas quand même y aller trop fort, hein. Ok, essayons comme ça. Quelle est la valeur qu'il faut mettre? C'était une valeur, ce que vous avez vu ici chez moi, à 4,6 pixels, que j'ai jugé intéressante pour cette image. Il est bien entendu que pour les autres images, ce sera chaque fois du cas par cas. Vous n'allez pas chaque fois mettre 4,6 pixels. Ça dépend du nombre de pixels qui définit l'image. Ah, il faudra qu'on parle de la notion de résolution et de définition. Ça aussi, s'il y en a qui ne comprennent pas la différence, c'est super important de mettre au point les choses là-dessus. Alors, sur le calque des hautes fréquences, je vais aller dans le menu Images, appliquer une image. Oui. Et l'image que je vais appliquer, c'est en fait pas une image externe, c'est le calque des basses fréquences, qui sera en mode addition avec les réglages échelle 2, décalage 0 et inversion. Mais on va faire ça. Vous allez comprendre, c'est un peu complexe. Donc je réaffiche le calque des hautes fréquences, je clique sur lui pour indiquer que je travaille sur lui, et je vais donc dans le menu Images, appliquer une image. Bon. Donc, le calque que j'applique, c'est celui des basses fréquences. Basse fréquence. Voilà. Donc, le mode, ça va être addition. Voilà. L'échelle, on va la mettre sur 2. Et on va cocher l'option inversée. Et voilà.
Vous obtenez donc un calque gris comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'il nous faut. Ok. Donc, j'ai des détails sans couleur sur le calque des hautes fréquences, j'ai des couleurs sans détails sur le calque des basses fréquences. On a donc fait une séparation des fréquences. Par rapport à l'image d'arrière-plan qui contient tout, c'est maintenant séparé. On n'a plus que des basses fréquences, c'est-à-dire des aplats de couleurs sans détail dans le calque du milieu, et des hautes fréquences du détail dans le calque du dessus. Alors, le calque du dessus, vous allez faire passer en mode lumière linéaire. Voilà. Donc on retrouve la photo d'origine. Le calque du dessus se combine avec celui qui est juste en dessous. Celui qui est à l'arrière-plan, là, ne nous sert pas, c'est juste un backup. Je pourrais même enlever l'œil en face. Il n'intervient pas du tout dans le processus. C'est juste une sécurité pour avoir la photo d'origine qui est toujours en dessous, là. Et vous voyez, je viens d'enlever l'œil en face de sa vignette. Il n'apparaît même plus et ça ne fait aucune différence puisque le calque des basses fréquences le recouvre de façon complètement. Alors, sur le calque des basses fréquences, on va utiliser un filtre flou de surface pour lisser complètement la peau. Donc, sur le calque des basses fréquences, menu filtre, flou de surface. Ce serait peut-être bien, pour que je vois ce que je fais, que j'enlève temporairement l'œil en face du calque des hautes fréquences. Donc, je travaille sur le calque des basses fréquences. Là au milieu, je ne vois plus le calque des hautes fréquences. Je vais dans le menu filtre flou de surface. Oui, dans le document que je vous ai refilé, il y a des valeurs qui sont indiquées, mais c'était pour une autre image en fait. À mon avis, tout à l'heure, avec le flou gaussien, on aurait pu y aller un peu moins, mais ça devrait marcher quand même. Oh, j'ai oublié. Je vais regarder combien j'avais mis. J'ai mis 10,37. Ok, alors l'étape suivante ici peut être réalisée plus tard comme c'est indiqué, donc on va le faire plus tard. Alors la couche des hautes fréquences, on va la faire passer en mode normal. Donc ça veut dire que je réaffiche le calque des hautes fréquences. Je clique sur lui, je le fais passer en mode normal au lieu de lumière linéaire. Voilà. Et avec l'outil de correction, l'outil correcteur localisé, hein, ou en prélevant avec la pipette, je vais enlever les détails. Alors il est possible que vous ne voyez pas bien, que ce soit difficile avec certaines images de bien voir ce que vous faites. Alors vous pouvez, ça c'est pas marqué dans le document, vous pouvez mettre un calque de réglage niveau temporairement au-dessus. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais aller dans le menu calque. Je sais qu'il y a d'autres manières de le faire, mais je vous le montre par le menu là au-dessus. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. OK. Voilà donc mon calque de réglage de type niveau qui s'est mis au-dessus. Et je vais pouvoir assombrir un peu de manière à voir ce que je fais. Si vous avez un bon écran, c'est plus facile. Les écrans, il faudra qu'on en parle aussi. Parce qu'on voit trop souvent des infographistes qui travaillent avec des écrans qui sont normalement prévus pour faire de la bureautique.
alors qu'il y a des écrans pour graphistes. Et oui. Mais il faut aller voir sur le marché de l'occasion éventuellement. Ok, donc j'ai mis un calque de réglage niveau et j'ai modifié de manière à assombrir pour mieux voir ce que je fais. Je travaille sur le calque des hautes fréquences et là je vais utiliser donc éventuellement l'outil correcteur localisé. Voilà, c'était celui qui était déjà activé dans la palette des outils. Outil correcteur localisé. De manière à enlever le grain de la peau. Voilà, ça fonctionne. J'annule, vous voyez. J'ai déterminé le diamètre de ma brosse et la dureté de la brosse. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est floue ou pas. Et quand je passe sur le grain de la peau, voilà, ça bosse, ça lisse en fait. Hein. Bon, ça c'est une manière de faire, il y en a une autre. Hein. D'abord, il faut que je vous explique, pour ceux qui ne savent pas, comment on modifie, une fois qu'on est avec un outil de dessin, comment on fait pour modifier le diamètre de la brosse, sa dureté. Première chose à savoir, si sur votre clavier la touche verrouillage majuscule est enfoncée, vous ne verrez pas le diamètre de la brosse. Donc la touche qui est juste à gauche de la touche Q, il ne faut pas qu'elle soit enfoncée, la touche Caps Lock, donc le verrouillage majuscule. Ensuite, pour modifier la taille de la brosse, vous avez deux touches sur le clavier. Ce sont les mêmes touches qu'on soit sur Mac ou PC, c'est les touches CTRL et ALT. Avec CTRL ALT enfoncé, sur un Mac, vous allez jouer avec le bouton gauche de la souris et sur le PC, ce sera le bouton droit. C'est ça la subtilité. Donc CTRL ALT enfoncé au clavier, avec le bouton gauche du Mac ou le bouton droit du PC. Quand je bouge de gauche à droite, c'est le diamètre et de haut en bas, c'est la dureté. Donc ça, c'est évidemment super utile de connaître ça. Bon, alors je vais utiliser l'autre méthode plutôt que d'utiliser l'outil correcteur localisé, ce qui marche pas trop mal, mais je vais utiliser le pinceau, tout simplement. Et je vais aller pipeter avec la pipette. Donc je vais passer régulièrement du pinceau à la pipette. Donc c'est utile d'utiliser les raccourcis clavier B et I. Ok. Pourquoi I? Parce que I en anglais, ça se dit eye, et une pipette en anglais, ça se dit eyedropper. Ah oui, avec le alt, c'est la pipette aussi. Ouais. Bien. Donc, je vais aller prélever le gris qui se trouve dans la zone que je veux travailler. Ah oui, au niveau de la pipette, il faut la régler de manière à ce qu'elle prélève plus qu'un pixel. C'est-à-dire que vous avez, quand la pipette est enclenchée dans la palette des outils, vous avez les réglages de la pipette là au-dessus, qui sont valables pour toutes les pipettes de Photoshop. Et il vaut mieux éviter en fait de le laisser en échantillon ponctuel, et surtout quand on travaille sur des photos, il vaut mieux que ça prélève plus de pixels. Donc je passe en moyenne 11 par 11 par exemple, ça va prélever les valeurs d'une centaine de pixels et faire la moyenne. Ok. Et alors, je vais dessiner, mais je vais peut-être pas dessiner une opacité 100%, je vais peut-être y aller avec une opacité un peu moindre, au niveau des pinceaux. Quitte à repasser plusieurs fois, mais essayons de faire dans le subtil. Alors. Eh oui, on a juste un petit problème, c'est que mon calque de réglage niveau a perturbé le prélèvement. Ah. Donc, c'est juste le problème avec cette technique par rapport à celle du sparadrap. C'est que quand on prélève, il faut que le calque de réglage niveau ne soit pas affiché. Voilà.
Je passe, ça atténue le grain, doucement. Bon, ça dépend si on est pressé ou si on veut faire un travail vraiment assez précis. Bien entendu, si vous travaillez à la tablette, vous allez pouvoir gérer l'opacité grâce au stylet. Je vais quand même peut-être un peu monter pour que ça aille plus vite parce qu'on n'a pas que ça à faire. Voilà. Alors, avant qu'on aille plus loin, vous savez que dans Photoshop, on peut annuler beaucoup de fois, jusqu'à 1000 fois. Mais Photoshop en standard est réglé pour ne permettre l'annulation que des 20 dernières opérations. Et quand on travaille au pinceau comme ceci, un coup de pinceau est considéré comme une opération. Donc ce serait intéressant d'aller régler Photoshop pour qu'il retienne plus que les 20 dernières opérations. Je vais aller dans le menu Photoshop Préférences et Performance. Voilà, Photoshop Préférences Performance. Et là-dedans, vous avez le nombre d'états d'historique. Tiens, il est réglé à 50 dans CC 2014. Vous l'avez aussi à 50 ? Oui. Ah, hein? Ils ont augmenté un peu les choses. Avant, c'était 20. Bon, ben, je peux le mettre au maximum si je veux. De toute façon, on n'aura jamais besoin du maximum. Mais 50, c'est un peu court parfois, hein, quand on a fait des gaffes. OK. Alors, bien entendu, vous avez la possibilité d'aller plusieurs fois en arrière dans Photoshop en faisant commande Alt Z. Je le dis parce que ce n'est pas toujours connu. Il y en a qui n'ont jamais tilté que ça marche comme ça. Donc, commande Alt Z pour aller plusieurs fois en arrière. Pour revenir en avant, commande majuscule Z. Et vous avez bien entendu la palette historique, menu fenêtre historique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la palette historique? Je veux dire oui pour aller en arrière et en avant dans les images, mais pour être créatif rapidement. On vous demande de produire rapidement des retouches photos. Vous avez 100 photos à retoucher, vous avez 4 heures pour le faire. Plutôt que de jouer avec des calques et des sélections, on va y aller avec la palette historique. Non, ça vous dit rien? Eh bien, on va voir ça, je pense, parce que ça, les situations de stress, ça peut arriver. Donc, palette historique pour retouche photo rapide. Ça, c'est une des choses qu'on verra. Et on va même demander à Photoshop de nous ouvrir les photos tout seul et de les enregistrer tout seul. Donc, pour ne pas perdre du temps à ouvrir et fermer les images. Et alors, ça peut servir aussi à être très créatif, vraiment délirant, sans devoir faire de sélection ou de calque. Donc ça me paraît intéressant à connaître. Bon, oui, la palette historique permet d'aller en arrière et en avant, bien entendu. Alors, je n'ai pas importé ma tablette, donc je le fais à la souris. Alors, les tablettes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, petit topo, ça ne sert à rien d'acheter autre chose que Wacom. Je connais plein de gens qui ont acheté autre chose que Wacom, et la tablette a une tendance à migrer dans les armoires. Oui, ce sont des tablettes qui migrent à un certain moment dans les armoires. Des tablettes autres que Wacom. Donc, il n'y a pas trop le choix. Ils sont leaders sur le marché au niveau de la tablette. Donc, prenez une Wacom. Alors, pour faire des retouches rapides de photos, une petite tablette qui vous coûte 40 € sur le web, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé de prendre la Wacom. Les plus grosses, c'est dans les 4000 € quand même. Hein. Et oui. Alors j'en ai une de Cintiq, une 13 pouces, je pourrais vous l'amener si vous voulez voir comment ça marche. Je ne sais pas si c'est la U. Juste une barrette derrière ou c'est
Juste une barrette derrière? Petit format style Intuos A5. Oui. Et l'écran est à la place et juste un truc pour le soutenir derrière. Ah ouais, support, oui, c'est ça, oui, oui. Génération 3. Oh, j'ai pas les détails, c'est... Je suis pas passionné par Wacom à ce point-là, au point de retenir les détails. Mais si tu fais du concept art, je peux comprendre que... Ça m'a servi pour le TF1 parce qu'on devait produire en un très court laps de temps énormément de textures et en passant par ZBrush qui plus est. Ah oui. Et j'avoue que ça a quand même été. Bon, voilà, ben, vous avez lissé la peau. Pas évidemment les yeux ni les détails importants, hein, juste la peau, le grain que vous vouliez atténuer. On y est allé subtilement, bien sûr, parce que je travaille avec un pinceau à 34% d'opacité ici, donc c'est quand même relativement subtil. Et on va voir ce que ça donne si on fait repasser le calque en mode lumière linéaire, c'est-à-dire je vais enlever l'œil en face du calque de réglage niveau et je vais repasser en mode lumière linéaire. Voilà. Et là, vous avez le fameux lissage de la peau, qui n'est pas si génial que ça chez moi. Oui, mais... En fait, j'aurais dû flouter un peu plus, mais il y a peut-être encore temps de le faire. Hein. Oui, oui, vous pourriez travailler directement en lumière linéaire aussi, oui, oui. Il n'y a rien de technique qui l'empêche, en fait. Hein. Alors, le flou de surface, c'est vachement demandeur en termes de... ressources informatiques. Hein. Il est plus fin et plus précis que le téléphone. Oui, il va plus préserver les détails. Voyons ça. Non, mon problème vient de ma couche de fréquence. Où il y a encore du détail dessus indésirable. Alors si ça devient artificiel, vous en faites pas parce qu'on va remélanger ça avec la photo d'origine en fait. On va essayer de doser pour obtenir quand même quelque chose qui n'est pas trop lissé. Bon. Oui. Petit problème ici en bas. À la limite, je pourrais redupliquer le calque et y aller plus fort, mais... Non, là c'est trop. Ok. Donc lissage du visage un peu trop fort, évidemment. C'est pour ça que maintenant, oui, je me suis éloigné du document ici. Ah oui, on en est à la suite. Pour ramener de la netteté,
pour ramener de la netteté, vous pouvez dupliquer le calque de haute fréquence, mettre un masque de fusion sur ce duplicata. Oui, on va tester ça. Même si j'ai un problème ici au niveau de la peau, on va tester ça. Ramener de la netteté, on va dupliquer le calque de haute fréquence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous en êtes là? Vous avez certainement un résultat meilleur que le mien. Je vais dupliquer le calque de haute fréquence. Voilà. Donc ça ramène de la netteté comme on voit, mais c'est un peu pourrache. Mais il y a d'autres choses à faire. Il ne suffit pas de le dupliquer. Et c'est là que ça va devenir un peu subtil en fait. Hein. Donc j'ai dupliqué le calque de haute fréquence. Je vais mettre un masque de fusion sur ce duplicata. Donc menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître par exemple. Voilà. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà le masque de fusion que je viens d'ajouter sur la copie du calque de haute fréquence. Et là, je vais devoir transférer dans le masque que je viens de créer, je vais devoir transférer ce qui se trouve à gauche, donc les pixels, et les mettre en négatif. Alors on y va. Tout le monde a ça? Tout le monde a son masque? C'est un masque de fusion, menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Je vais devoir transférer ceci, une copie de ça, là-dedans, et le mettre en négatif. Bien, donc je fais passer ceci, le calque haute fréquence copie, je le fais passer en mode normal. Je vais dans le menu sélection, tout sélectionner. Donc on a un cadre qui entoure tout, le pointillé. Je fais édition copier. Évidemment, ici j'y vais avec vraiment la manière explicite, hein, les menus. Vous pouvez faire ça avec les raccourcis si vous voulez après. Donc le calque a été passé en mode normal. J'ai fait sélection, tout sélectionner, édition copier. Et je vais maintenant afficher en grand le masque en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur lui. Et je fais édition coller. Ah oui, c'est nécessaire de faire ça. Touche Alt et cliquer sur le masque. Sinon, quand vous collez, ça crée un autre calque. Il faut que je spécifie que je veux travailler dans le masque. Donc touche Alt, je clique sur le masque et je colle. Et ceci, le contenu du masque. Vous savez évidemment que quand un calque possède plusieurs vignettes comme ceci, la vignette sur laquelle je travaille est celle qui est encadrée. Donc je travaille bien sur le masque. Eh bien, je le fais passer en négatif. Image, réglage, négatif. Voilà. Il est passé en négatif. Je sors de l'affichage du masque, touche Alt. Voilà. Et OK. Et lumière linéaire. Voilà. Comme l'autre. Donc ceci devrait ramener du détail, mais pas trop quand même. Faites passer, oui, si c'est un peu grisâtre, il faut refaire passer en fait le calque en mode lumière linéaire, comme l'autre calque des hautes fréquences. Bon, ben voilà la technique de la séparation de fréquences pour lisser la peau. Évidemment, c'est assez atroce comme résultat. Parce qu'ici, on y est allé très fort. Hein. Je peux encore continuer à retoucher, éventuellement, si je vois des choses qui me dérangent au niveau du détail. Sauf que ici, je dois travailler dans deux calques, puisque j'ai créé un calque spécial pour la netteté là au-dessus.
Maintenant, quand j'ai des retouches à faire, c'est dans 2 calques. Alors nous allons mélanger la photo originale avec ça et essayer de trouver le bon réglage. Ah tiens, j'ai oublié cette partie-là, en dessous du collier. Vous voyez, j'ai oublié cette partie-là en dessous du collier, et ça se voit vraiment en fait, hein, que la peau a du grain là. Alors c'est assez controversé en fait ce lissage de la peau. On parle de la dictature du lisse. Donc il y en a qui, vous savez, hein, qui préconisent au minimum, quand une photo a été retouchée dans un magazine, que ce soit indiqué. Ok. Alors, le fameux calque d'arrière-plan, je vais le dupliquer. Je vais le renommer original et le mettre au-dessus de tout. L'afficher. Je vous rappelle que le calque de réglage niveau, vous ne l'affichez plus, hein, c'était juste pour mieux voir les calques de haute fréquence, mais il ne s'affiche plus lui. Donc le calque original est là au-dessus, et avec le curseur opacité, je vais doser. 0% ça donne ça, 100% ça donne ça. Ben, la vérité est entre les deux. Donc on fait réapparaître un peu du grain original, de manière à ce que ça ait l'air quand même naturel, mais pas... Il ne faut pas qu'il soit trop présent. Ok. Alors, nous allons maintenant régler les luminosités, comme c'est indiqué dans mon petit document guide ici, pour modeler les lumières. Un nouveau calque Dodge and Burn. On va faire un nouveau calque de type Dodge and Burn. Alors c'est quoi ce brol? Vous connaissez sans doute les outils qui sont ici. Outils densité plus, densité moins. C'est ça en fait, un Burn et Dodge. C'est pour assombrir et éclaircir. Bon, ça c'est bien, mais c'est vieux. Ça fonctionne sur les pixels directement. Il y a quelque chose de nouveau qui permet de faire la même chose, mais sous forme d'un calque. Et donc je vais créer un nouveau calque. Menu de la palette des calques, nouveau calque. Ou alors je clique avec la touche Alt enfoncée sur... je clique avec la touche Alt enfoncée sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Alors, il faut que je retrouve parce que... Oui, c'est le mode incrustation. Parce que je confondais avec superposition parfois. Donc en fait, c'est un calque qu'on va devoir remplir d'office de gris neutre. Donc vous voyez, si je choisis le mode superposition, je sais que ce n'est pas celui-là puisqu'on me propose de remplir avec une couleur neutre pour le mode superposition, c'est-à-dire du noir, c'est marqué entre parenthèses ici. Donc c'est pas celui-là en fait. C'est le mode incrustation. Je coche ceci. Voilà, donc ça va me faire automatiquement ce que je pourrais faire manuellement, c'est-à-dire créer un nouveau calque, le mettre en mode incrustation, le remplir de gris à 50%. Ok. Et voilà, un calque qui ne fait absolument rien. Sauf que dans ce calque, je vais pouvoir maintenant dessiner avec du gris plus ou moins clair, plus ou moins foncé, et ça va modeler les lumières. Je vous montre. Il ne faut pas y aller trop fort, hein. On parle vraiment de gris pas trop fort. Alors, est-ce que vous êtes dans CC 2014? Vous devriez avoir une palette qui s'appelle couleurs et qui se présente comme ça. Ceux qui ne seraient pas dans cette version-là, il faudrait aller cliquer sur l'échantillon de premier plan pour voir le sélecteur de couleurs. Mais ça, c'est donc un sélecteur de couleurs permanent qui est là.
Et en bougeant la pastille de haut en bas, je vais dessiner soit avec un gris plus foncé, soit avec un gris plus clair. Alors voyons ce qui se passe si je dessine avec un gris plus foncé au pinceau. À 100% d'opacité, il n'y a pas de problème. Sur ce fameux calque que je vais d'ailleurs appeler Dodge & Burn. Eh bien, ça assombrit. Vous voyez, je viens d'amener rapidement un trait de gris foncé dans le calque et ça assombrit cette partie-là de l'image. Et donc, il faut modeler les choses. Vous annulez aussi. De temps en temps, il faut absolument annuler parce qu'on ne tombe pas directement sur le bon réglage. Dans le choix des gris avec lesquels vous dessinez, il ne faut pas y aller très fort. On parle vraiment de subtilité, de changement subtil de nuances. On reste à peu près dans cette zone-là de la palette couleur, en fait. Donc, n'hésitez pas, avec le pinceau, à prendre un gros pinceau à bord flou. Bon, c'est pas seulement pour le visage, hein, les cheveux, l'arrière-plan, le vêtement, vous pouvez éclaircir, gérer comme ça. Et c'est dynamique, c'est-à-dire vous avez le droit de vous gourer, vous pourrez revenir, corriger, ça ne modifie pas ce qui se trouve en dessous. Ok, donc si je fais passer mon petit calque là en mode normal, on va voir tout ce que je viens de faire. Ce sont des traits de gris plus ou moins clair, foncé. Un calque Dodge & Burn. Donc un maximum dans Photoshop, on essaye de faire en sorte que les choses soient modifiables et pas définitives. Et donc ça, c'est une bonne solution. Bon, ben on a démarré avec un truc assez lourd, hein. Le reste sera plus facile.